Espace littéraire reçoit l'illustre Halima Traoré à travers l'auteur Pacome Christian Kipré alias Peck, qui raconte dans son livre comment la handballeuse a été fauchée en pleine gloire. Nous aurons l'honneur d'en apprendre davantage dans ce numéro. Bonjour Madame Traoré, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour messieurs, dames. Bonjour de m'accueillir sur Abidjan.net. Merci à vous. À quel moment avez-vous pris la décision de faire écrire votre histoire? Ça date de quand même plus de 25 ans. Et j'avais demandé à un journaliste de la place à l'époque. Et après, j'ai eu un journaliste suisse qui voulait faire écrire l'histoire. Après, ça a capoté. Après, c'était l'édition Michel Lafon qui voulait le faire. Après, il y a eu un historien français. Mais malheureusement, au moment de commencer le livre, son épouse est tombée malade. Donc lui, il a lâché prise. Et après, je suis tombée sur un journaliste béninois, Dave Wilson, paix à son âme, qui est décédé. Nous avions travaillé 4 ans sur ce livre. Et après la correction, c'est au moment de passer à la phase suivante que Dave est tombé malade d'une insuffisance rénale. Et malheureusement, il ne s'en est pas sorti. Et après la correction justement du livre, moi, je n'ai pas fait de copie. Je lui ai donné tout le manuscrit et puis bon, voilà. Et je l'ai pu retrouver. Et donc, au détour d'un colloque, je revois mon petit frère Peck, Pacome. Je lui dis, mais tu as dit que tu allais écrire sur moi et j'ai comme l'impression que tu me fuis. Et là, il m'a dit, je te promets que je le ferai. Et il a promis, il a fait, on a travaillé. Et pendant 2 ou 3 ans là-dessus, il venait à mon bureau. Pendant que je travaillais, on échangeait et tout. Voilà comment le livre Halima Traoré a vu le jour. Comment avez-vous vécu cette interruption brutale de votre carrière? Comment je l'ai vécu? Je dirais que je l'ai bien vécu. C'est 10 ans après que j'ai commencé à réaliser ce qui m'était arrivé vraiment. Les premières années, vous ne ressentez rien. Vous voyez que vous marchez, vous voyez que vous êtes autonome, vous voyez, vous êtes encore jeune, dynamique. Je continue à jouer au basket, à jouer au ping-pong, à faire de la natation. Peut-être après, quand je me suis projetée dans le monde du travail, c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas facile. Ce qui rend difficile la chose, quand on est confronté aux prothésistes. Quand on va prendre les moulages, les essayages, et ça, je peux vous dire que c'est des épisodes souvent douloureux. On n'aime pas souvent nos prothésistes, mais on est obligé parce que sans les prothèses, malheureusement, on ne peut rien faire. Voilà ce que je peux dire, c'est douloureux, non pas vraiment, mais en fait, on n'a pas le choix. C'est un monde qu'on découvre, il faut tout réapprendre. C'est comme un enfant. Je dirais comme si on vient de naître. Il faut apprendre à s'asseoir, il faut apprendre à faire les 4 pattes. On réapprend tout. Et je peux vous dire que la rééducation fut très, 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 très dure et douloureuse. Le kiné, il vous dit quoi? Ici, c'est marcher ou rien. Vous vous tenez à ça et puis bon, vous avancez. Moi, étant sportive, j'avais quand même en moi quelque chose que je cachais. J'avais envie de me venger. Parce qu'il faut dire, je m'excuse peut-être auprès de mes parents, pendant mon enfance, j'étais une enfant mélancolique, parce que j'ai eu le sentiment d'être un enfant rejeté. Donc il fallait, c'était un challenge pour moi, que de réapprendre à marcher, de réapprendre à vivre et de prouver à ceux-là que je pouvais continuer, que je pouvais me faire une vie, que je pouvais me faire une vie dans la société, une place dans la société. Je peux vous dire que je me sens bien dans ma peau.
C'est un handicap qui ne me gêne pas. Et je me sens bien. Et je vis bien. Je le vis bien. Pas toujours, parce qu'on a toujours mal. Et puis au moment de changer les appareils et tout, on commence à angoisser. Parce qu'on sait qu'on va avoir très, 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 très mal pendant un moment. Mais après, la vie continue. Parce qu'il faut continuer. On a pu le lire dans le livre au moment de l'accident. Après, vous avez eu à dire que votre père va vous tuer et vous avez eu à dire aussi que vous avez eu à lui dire personnellement, papa, je pense que tu es content de ce qui s'est passé et tout. Donc, on le ressent quand vous êtes en train de l'exprimer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui ont du mal ou bien qui n'épousent pas forcément la vision ou les rêves de leurs enfants? Qu'est-ce que je peux leur dire? C'est d'écouter l'enfant. Moi-même, je suis mère d'une fille. C'est d'écouter l'enfant et de lui apporter de l'amour. C'est pas forcément être médecin ou avocat. C'est pas toujours ça. L'enfant a un choix, a une vision de sa vie. Il veut s'orienter lui-même. Donc, faut pas toujours lui dicter sa conduite. Quand ça devient récurrent, je pense que c'est le mot, hein, quand vous le talonnez avec ça, l'enfant finit par exploser. Et il finit par prendre un autre chemin. Il finit par s'écarter de ses parents. Et c'est là que ça devient problématique. Moi, je ne dirais pas que mon père était méchant, c'était pas un ogre. Il était sévère. Mais pour lui, déjà, même le fait de jouer au handball, c'était pas normal pour une fille, parce que je suis née musulmane. Être prof d'éducation physique, c'est pas un métier pour une femme, c'est ceci, c'est cela. Et puis après, finalement, ça m'agaçait. Ça m'agaçait. Et puis, mais je dirais aux parents, souvent, d'écouter leurs enfants, de les accompagner plutôt que de les détourner de leur trajectoire. Parce que l'enfant, quand vous le détournez, il va le faire pour vous faire plaisir, mais c'est pas ça le but. C'est pas vraiment ça le but qu'on recherche. Ça va le frustrer, et soit il va le faire, mais il va le faire mal, il le fera pas bien, juste pour vous satisfaire. Mais c'est pas votre vie, c'est sa vie à lui. Vous avez parlé des séances de kinésithérapeute qui ont été assez difficiles. Est-ce que c'est le moment le plus difficile qui vous est arrivé à surmonter lorsque vous avez eu votre accident? Non, c'est pas le moment le plus difficile. Le moment difficile, c'est que j'ai eu l'accident. Nous avons eu l'accident à minuit. Moi, je suis sortie de la voiture à 3h30. J'ai été évacuée vers le CHU de Treichville. Bon, pour une grande sportive, je ne connaissais pas mon groupe sanguin. Il fallait faire des recherches. Et après, on a évacué vers une clinique privée. Là, j'arrive, c'était pas de chance. C'était jour de Tabaski. L'anesthésiste n'était pas là. Donc, il fallait attendre que l'anesthésiste arrive. Et c'est vers 10h30, 11h qu'ils ont commencé à m'opérer. Donc, vous vous imaginez, de minuit jusqu'à 10h, 11h, là, je commençais à sentir la douleur. Le plus difficile, c'était les douleurs. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. Parce que je sais qu'on m'attendait jusqu'au rez-de-chaussée quand je hurlais de douleur. C'était les douleurs. La kiné était difficile, mais avant l'amputation, je ne peux pas vous dire ce que j'ai dû subir, ce que j'ai pu vivre comme douleur. C'est impensable. À la fin même, quand on vous ampute, vous êtes soulagé. Vous êtes soulagé. Parce que vous ne voulez plus souffrir. Voilà, vous êtes soulagé. Aujourd'hui, comment avez-vous pu trouver un nouvel équilibre après le handball? Après le handball, il faut dire que c'est grâce au président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. C'est grâce à lui que j'ai été évacuée vers la France et tout. Et malgré mon combat à l'hôpital,
Parce qu'il appelait tous les jours les médecins pour s'enquérir de mon état de santé. Et tous les jours, je lui disais qu'il fallait que je travaille après. Il me disait non. Mais je l'ai tellement embêté, tellement poussé à bout, parce qu'il disait, bon, écoute, je vais te payer jusqu'à la fin de ta vie. Et puis j'ai dit non. Non, 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 pas vrai. Vous ne pouvez pas me payer jusqu'à la fin de ma vie. Moi, je veux travailler. Je ne veux pas être inutile à la société. Il faut que je travaille pour gagner ma vie. Il a dit non, il ne voulait pas. Mais j'écrivais. J'écrivais toujours, j'écrivais. Il a fini par céder. Quand je lui ai répondu un jour, j'ai dit, mais vous allez me payer jusqu'à la fin de ma vie. Mais le jour que vous n'êtes pas là, si vous mourrez, qu'est-ce que je fais? Il a dit, ah, ça change les choses. Donc, c'est ainsi que, et comme j'étais déjà fonctionnaire, et que cet accident ayant été assez d'une violence inouïe, les médecins avaient discuté avec le président, ils lui ont fait comprendre que je ne pouvais plus vivre correctement en Afrique, parce que je ne peux pas faire plus de 3-4 mois à cause de la chaleur. Il a jugé bon de m'affecter à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Donc j'ai commencé où j'ai commencé à travailler jusqu'à ce jour. En tant qu'ancienne handballeuse, quel est votre regard sur le handball ivoirien actuellement? Aujourd'hui, je n'ai pas un bon regard sur le hand. Ça, je veux le dire, et je le dis franchement. Je l'ai dit même à PEC, je n'ai pas un bon regard. Peut-être que le hand m'a permis d'avoir une situation stable. Je ne dirais pas non, sûre et stable, mais je dirais que le milieu du sport est très ingrat. Très, très ingrat. Bon, je ne connais pas les autres, hein. Bon, le basket un peu, mais le hand, et c'est pour ça que j'ai bifurqué vers le monde qui m'appartient aujourd'hui. C'est-à-dire les personnes en situation d'handicap. Parce que eux, je peux leur apporter. Je vais maintenant vers les miens. Parce que mon combat, c'est ça. C'est montrer aux personnes en situation de handicap que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Qu'il faut se battre. Et dire aux parents qui cachent jusqu'à aujourd'hui leur enfant en situation de handicap de ne plus le faire. Il faut laisser l'enfant s'exprimer, s'affirmer. Il ne faut pas être là toujours à lui tenir la main. À un moment donné, il faut qu'il se lève et qu'il avance. Donc eux, moi je peux apprendre aujourd'hui, parce que je vois le jour de la dédicace, moi je ne suis pas dans le milieu des autistes, mais il y a une maman qui m'a approché. Mais là, nous allons essayer de faire quelque chose pour cette jeune fille. C'est une très très belle jeune fille. Nous allons essayer de l'aider au mieux. Parce que là, je pense que là-bas, c'est là ma place. C'est plus dans le milieu du hand. Ça, c'est fini. Ça c'est le passé. Je veux aider les personnes en situation de handicap. Et on a notre place dans la société. Quand bien même on ne veut plus de nous, on ne veut pas de nous. Il y a quelque chose qui tue la personne en situation de handicap. C'est le regard des autres. Mais il ne faut pas s'en occuper. Et moi, je pars d'un principe que chacun de nous, chaque être humain a un handicap. Le nôtre, il est simplement visible. Sinon, chacun a un handicap. Il faut faire de son handicap un atout. Il faut montrer, il faut démontrer qu'on peut arriver. Je pense, hein, parce que moi, ça fait combien d'années, de 92 jusqu'à aujourd'hui, moi je suis encore à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, en France. Pour moi, c'était un challenge. Tu dis que tu veux travailler, eh bien tu vas travailler. Sinon, je pouvais rester chez moi tranquille. C'était un challenge. Il fallait que j'y arrive. Et je pense que j'ai eu de bons formateurs, ce qui a fait que j'ai pu surmonter beaucoup de choses. Et voilà.
Mais je leur dis de se battre. De se battre. Dans le livre, vous avez parlé de la mise en place d'une organisation non gouvernementale justement à ce sujet-là, d'aider les personnes en situation de handicap. Où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Le projet est en cours, parce qu'il faut dire que le projet est venu subitement dans mon bureau avec un échange avec un usager qui était venu pour un document. Bon, lui, il me connaissait, mais moi, je ne le connaissais pas. La grande sœur, mais le handball, et puis bon, on a commencé à parler des personnes en situation de handicap. Il a vu, il dit, mais tu es passionné par ça. J'ai dit, non, ce n'est pas une passion, je vis ça. Il dit, mais pourquoi tu ne crées pas une ONG? Puis j'ai dit, mais je ne sais même pas comment ça se passe. Je ne sais pas. Il dit, tu veux vraiment? Je dis, oui. Il dit, bon, je te le fais. Je t'envoie les documents et tout, et c'est là que j'ai créé Handicap, Dignité et Résilience. Nous sommes en train de finaliser, parce qu'on n'a pas eu encore tous les contours. Le siège sera, je pense, basé en Suisse, mais nous n'avons pas encore fini les contours. Mais nous devons prochainement poser une action très prochainement à Abidjan. Voilà, très prochainement. Je peux leur dire aux internautes de se battre, que la vie est toujours un combat. Et quand on veut, on peut et il faut avancer. Il faut être déterminé, il faut être sérieux, il faut être respectueux de tout, de soi. Le respect déjà commence par soi-même. C'est leur curiosité qui doit les amener à aller vers mon histoire, pour comprendre cette histoire. Il y en a encore jusqu'à aujourd'hui qui ne pensent pas que ce soit une histoire vraie. Parce que quand on me voit au travail et tout ça, on dit non, mais non, c'est pas notre Madame Traoré là, c'est pas elle. Ils ne croient pas à cette histoire. Et je pense qu'ils vont être curieux de lire ce livre, de parcourir ce livre et d'en retenir ce que c'est que la résilience, le combat et surtout la détermination, la volonté. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci à Madame Halima Traoré d'être passée dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Férue de littérature, elle l'a dit, votre curiosité doit vous pousser à acquérir l'œuvre. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission. Merci.